J'ai un dessin de Bilal que j'ai entré dans... alors c'est ou ChatGPT ou Perplexity, et je ne savais pas si c'était un vrai Bilal. En fait, je savais pertinemment qu'il ne s'agissait pas d'un Bilal, mais visiblement, dans une vente aux enchères, il avait été vendu comme tel. Et je trouvais que c'était lamentable. Donc j'entre ça dans ChatGPT et je dis, de qui est cet album? De qui est ce dessin? Et ChatGPT réfléchit et il me sort une réponse, Art Spiegelman. Ah oui. Là, je me suis dit, on est quand même assez loin encore. Ah oui. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine à la bande dessinée à l'occasion du Festival du Livre de Paris qui ouvre ses portes ce vendredi et dont la bande dessinée est justement l'invité d'honneur. Nous allons parler de la situation à la fois éditoriale et économique de la BD en France en ce moment. Et puis nous nous intéresserons aussi à un anniversaire aux 80 ans de deux héros de la BD franco-belge qui fêtent donc leur 80e anniversaire comme Luc et Luc. Je veux parler de Black et Mortimer et puis un vaste tour d'horizon des sorties BD avec mes quatre invités qui sont d'abord Olivier Delcroix. Bonjour Olivier Delcroix, vous êtes rédacteur en chef aux pages culture du Figaro, vous êtes le monsieur BD du Figaro Magazine et tous leurs enfants. Et puis vous avez surtout piloté un formidable MOOC qui sort dans quelques jours en librairie, un MOOC Figaro consacré justement, by Jove, aux 80 ans de Black et Mortimer. Un MOOC auquel a participé Florence Vieron. Bonjour Florence, bonjour, vous êtes journaliste aux pages culture du Figaro. Vous êtes... avec Astrid Delarmina et Aurélien Vertaldi, une des madames BD du Figaro. Et vous avez fait une très passionnante enquête dans ce MOOC sur la présence assez relative, pour ne pas dire très relative, des femmes dans l'œuvre de Jacobs. Mais ses successeurs ont repris le flambeau et réapparaissent des femmes. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure dans les albums depuis 1996. Avec nous aussi Jean-Christophe Augier, qui était le monsieur BD de France Info pendant très longtemps, qui continue à faire beaucoup de critiques BD, notamment dans le magazine Casemat tous les mois. Bonjour. Et qui est aussi administrateur de la fondation Jacobs. Gardien du Temple. Un des gardiens du Temple, vous n'êtes pas le seul. Ce qui permettra de donner toute légitimité à cette émission pour parler de Black et Mortimer. Et avec nous, le monsieur BD du Point, Romain Brett, qui a aussi une casquette très importante, qui est celle de programmateur BD du Festival du Livre de Paris, qui ouvre ses portes donc ce vendredi et dont le Figaro est partenaire depuis ses origines. Je vous dirai peut-être un mot en fin d'émission sur tout ce que nous avons prévu, outre évidemment la proposition de ce MOOC Black et Mortimer. Romain, on va commencer avec vous. Est-ce que par hasard, ce serait parce qu'il n'y a pas eu de festival de BD d'Angoulême que la BD est invitée d'honneur ou c'est un pur hasard? Vous êtes clairvoyant. Non, c'est en grande partie évidemment parce qu'il n'y a pas eu de festival d'Angoulême cette année, que le Festival du Livre de Paris a proposé notamment aux éditeurs présents pendant le festival donc d'offrir, de mettre en lumière la bande dessinée, puisque c'est vrai qu'il n'y avait pas eu cet éclairage médiatique traditionnel de la fin janvier et que les éditeurs, même s'il y a eu un certain nombre d'événements un petit peu sporadiques en France à ce moment-là, pour essayer de compenser cette absence, les éditeurs ont pensé que c'était aussi une bonne idée, peut-être, que le Grand Palais mette en lumière donc, la bande dessinée. Donc évidemment, il y a un lien direct avec cette annulation. Et il y a une ligne directrice? Vous aviez un ordre de mission particulier ou c'est l'éclectisme total ou c'est... Non, il y avait la bande dessinée est quand même présente au Festival du Livre de Paris depuis son retour au Grand Palais éphémère puis Grand Palais. Après, on a réfléchi sur des propositions, notamment des propositions en termes d'exposition, sur des thèmes qui ont parlé de thèmes en particulier pour deux expositions originales que sont le thème du voyage, qui était déjà un thème principal du festival cette année, qui avait été choisi par le festival, et puis le thème de la romance qui aujourd'hui parle notamment à un plus jeune public aussi, parce que l'idée c'est aussi d'essayer de
renouveler ce public, on aura peut-être l'occasion d'en parler, d'un public qui est hélas vieillissant pour la bande dessinée. Est-ce que c'est aussi un moyen de redonner de l'élan à la bande dessinée? Parce que j'ai vu que les chiffres en 2025 ne sont pas très bons, on est passé sous les 800 millions pour le secteur. Alors il y a quand même encore un livre sur 5 qui se vend, qui est une bande dessinée, mais c'est un secteur qui est en baisse. Alors justement dans la population la plus jeune, les mangas notamment, je crois, sont en recul. Oui, les chiffres ne sont pas très bons, hein, il faut le dire, depuis 2 ans maintenant. Alors c'est un petit peu difficile parce qu'il faut voir qu'à la suite du Covid, il y a eu quand même des progressions très spectaculaires du secteur du livre et de la bande dessinée en particulier. Mais au-delà, je dirais, d'un retour à la normale, il semble que les problèmes soient un petit peu plus structurels que véritablement conjoncturels. Il y a aussi le pass culture qui s'est arrêté, je pense que c'est un peu le pass culture. Le prix des... qu'on appelle le pass manga. L'augmentation du prix du papier. C'est ça. Donc tous les éditeurs, les coûts augmentent assez massivement. Non, le problème est multifactoriel en fait. Donc c'est un problème complexe aujourd'hui qui se pose et on a bien vu au moment de l'annulation du Festival d'Angoulême que les auteurs et les autrices notamment se mobilisent beaucoup parce qu'il y a eu le rapport des États généraux de la bande dessinée récemment qui montre une paupérisation quand même grandissante des auteurs et des autrices. Je crois que la moitié des auteurs et autrices sont au SMIC. Même et un tiers sous le seuil de pauvreté. Donc c'est une période qui n'est pas facile et qui demande, je pense, un peu de réinvention et d'imagination. Donc c'est un peu une question d'offre, vous êtes d'accord Jean-Christophe? C'est l'offre tarif, ou alors c'est un peu les arbres qui cachent la forêt, c'est-à-dire il y a les grands best-sellers, des franchises notamment. Oui, alors je pense que pour faire vite, mais quand même, il faut rappeler qu'il y a 2-3 moments de bascule dans l'économie de la bande dessinée. C'est-à-dire que dans les années 80, on pré-publiait d'abord dans des revues, et les auteurs qui étaient pas si nombreux que ça encore à l'époque, gagnaient d'abord leur vie en prépubliant et l'album était presque un bonus. Tant mieux pour eux. Et puis les revues ont disparu parce que la consommation culturelle a complètement changé. On n'imagine plus acheter un hebdomadaire ou un mensuel pour avoir une histoire à suivre à l'époque où tout le monde scrolle de manière frénétique, absolument. Donc il n'y a plus que l'album. Alors, déjà ça, et maintenant on gagne sa vie avec des avaloirs, mais des avaloirs qui sont très relatifs, c'est-à-dire qu'on vous donne, pour faire une bande dessinée, une avance, 10 000 € peut-être, et encore pas tous désormais, plus quand on a plus de succès. Et ensuite, on fait l'album, 1 an, 2 ans pour faire un album de bande dessinée. La pagination a largement augmenté en plus. Et au bout de 2 ans, on met votre album en vente. Et tant que vous n'avez pas vendu assez pour rembourser l'avaloir, vous ne gagnez rien. Donc, le nombre d'auteurs sont ainsi sous effectivement le SMIC de manière radicale. Il touche à peu près quoi, 2 € par album en moyenne ou... 7-8% du prix de l'album. Donc ça... 10 quand c'est un éditeur confirmé. Voilà, donc c'est vraiment maximum. Ajoutons à ça que le nombre d'auteurs a explosé. En l'an 2000, il y avait 1500 auteurs en l'an 2000. Pardon, qu'est-ce que je dis? De titres vendus. 1500 titres en l'an 2000. Aujourd'hui, 7000 titres à l'année. Oui. Donc, même si le gâteau a augmenté au fil des années un tout petit peu, la part de chacun a beaucoup diminué. Est-ce que c'est un problème d'offre aussi, vous avez l'impression, Florence et Olivier, que l'offre est peut-être moins éclectique ou... Je ne pense pas que ça soit un problème d'offre en fait. Non, c'est effectivement un problème lié à la montée en puissance d'Internet, des réseaux sociaux, d'une diversification de la manière de consommer la culture, de la dématérialiser. Et effectivement, il est évident maintenant que acheter un album de bande dessinée, c'est un acte conscient, c'est quelque chose qui est volontaire et qui donc réclame une espèce d'engagement. Et on sait très bien qu'en ce moment, la culture pâtit un peu de ce manque d'engagement. Et je pense que c'est aussi pour ça, quelque part, que finalement... l'offre de la BD, elle se renouvelle. Il y a des nouvelles générations, il y a des nouvelles autrices qui arrivent, qui ont des univers qui sont différents. La bande dessinée est un reflet de la société en marche. Donc, dans sa créativité, dans son épanouissement, c'est un jaillissement permanent. Le problème n'est pas là. Le problème est que est-ce qu'on a envie ensuite d'accompagner ce jaillissement ou pas. Moi, je voulais aussi signaler quand même, pour revenir au festival
du livre de Paris, la magnifique affiche de François Schkeuten, qui, quand on la voit comme ça, soit sur son téléphone, soit dans la rue, sur les colonnes Maurice, elle éclate, elle est belle, elle est magnifique, elle est très engageante. Et c'est aussi un des fleurons de la bande dessinée que d'être capable de montrer cette architecture comme ça, avec cette métaphore magnifique du ballon qui s'envole, un peu comme dans le dessin animé là-haut. Voilà. J'ai trouvé que c'était une très très belle allégorie de la culture, du livre et de la bande dessinée. Florence Véron, pour avoir des jeunes autour de moi, enfin des adolescents, ce que je constate, c'est qu'avant d'acheter une BD, ils y réfléchissent à 2 fois à cause du prix. À cause du prix, et je vois que c'est vraiment un frein. Et je ne pense pas que ce soit effectivement un problème d'offre, mais c'est plutôt je fais un choix et vu le prix, qu'est-ce que je choisis, quoi. Il faut pouvoir dépenser 25 €, puisque c'est à peu près ce qu'on demande maintenant quand on est adolescent ou jeune adulte. Une fois qu'on a acheté 3-4 bandes dessinées, c'est fini pour un moment, 6 mois ou 1 an. Est-ce qu'il y a une réflexion dans le monde de la BD aussi, peut-être au festival, sur les dangers vous avez parlé du jaillissement de la créativité, mais du jaillissement de l'intelligence artificielle qui peut grignoter justement sur cet univers aussi? Oui, c'est une réflexion qui est déjà bien entamée. Alors, je crois qu'il y aura une rencontre d'ailleurs au festival organisée par la SOFIA, donc autour de cette question de l'IA avec des auteurs, des éditeurs. Bon, il y a déjà des œuvres qui sont en train d'être produites. Je crois il y a des garde-fous déjà qui existent ou... Pas encore, je ne crois pas. C'est pas encore tout à fait légiféré de ce point de vue-là. Je crois que chez HarperCollins, par exemple, aux États-Unis, je pense que HarperCollins a signé des contrats, j'ai vu, avec des entreprises d'intelligence artificielle pour créer un système depuis une série animée, pour sa déclinaison en roman graphique, en manga, etc. Donc créé par des entreprises d'intelligence artificielle. Donc c'est en cours. Il ne faut pas se leurrer là-dessus, mais comme il y a plein d'autres métiers qui sont en danger par rapport à l'intelligence artificielle. J'ai un exemple étonnant. J'ai un dessin de Bilal que j'ai entré dans... alors c'est ou ChatGPT ou Perplexity, et je ne savais pas si c'était un vrai Bilal. En fait, je savais pertinemment qu'il ne s'agissait pas d'un Bilal, mais visiblement, dans une vente aux enchères, il avait été vendu comme tel. Et je trouvais que c'était lamentable. Donc j'entre ça dans ChatGPT et je dis, de qui est cet album ? De qui est ce dessin ? Et ChatGPT réfléchit et il me sort une réponse, Art Spiegelman. Là, je me suis dit, on est quand même assez loin encore. Ils ne sont pas encore tout à fait au point. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Ils s'améliorent de leurs erreurs, donc c'est ça qui est inquiétant. Oui, enfin, le vrai problème de l'intelligence artificielle concernant les illustrateurs et les auteurs de bande dessinée, c'est qu'elle se nourrit évidemment du travail d'artistes qui existent pour ensuite fabriquer ses propres images. Exactement, et qu'on n'a toujours pas trouvé économiquement comment rétribuer d'une manière ou d'une autre. Faut-il que les sociétés d'auteurs, la DAGP, la SAIF, la SOFIA, récupèrent auprès de Google, de Meta, de je ne sais qui, des sommes forfaitaires qui ensuite sont redistribuées aux artistes qui, eux, travaillent réellement à la base, ou faut-il inventer un autre système ? La législation est toujours en retard sur la technologie, donc on n'est pas encore arrivé. Alors, on parlait des jeunes, Romain, vous disiez, quels sont les moyens de récupérer ces jeunes ? C'est de renouveler d'anciennes franchises, justement, ou de s'adresser à eux d'une autre façon par la bande dessinée ? C'est un vaste problème, parce que c'est vrai qu'à un moment, le manga était un peu l'arbre qui a caché la forêt du point de vue du rajeunissement du public. C'était un lectorat jeune, dynamique. Bon, après, comme l'a dit Jean-Christophe, les modes de consommation évoluent. Les jeunes lisent aussi sur leur téléphone portable, c'est une pratique. Ils lisent du webtoon aussi, qui se lit exclusivement sur des supports numériques, qui est un genre largement pratiqué, notamment en Corée du Sud. Donc c'est un vaste problème, parce que le rajeunissement du public, comme vous le disiez, le prix des bandes dessinées, qui peut aujourd'hui s'acheter 3 à 4 bandes dessinées à 25 € pièce, si ce n'est, je dirais, un public relativement âgé, relativement privilégié. Aujourd'hui, c'est, je crois, Benoît Peters qui disait cela, ça devient un produit de luxe. La bande dessinée devient un vrai produit de consommation de luxe culturel. Mis à part Astérix oui, mais même... oui, bien sûr. Après, ça passe encore au-dessus ce sont des prix symboliques, mais je crois que c'est le premier Astérix à être vendu au-delà de 10 € cette année. Je crois que c'est le premier. Donc c'est un symbole aussi du point de vue de l'augmentation et du point de vue symbolique. Donc c'est difficile, et c'est vrai que, par exemple, est-ce que ça passe par
Là, l'exposition sur la romance qui essaye de mobiliser des discours ou des thèmes transversaux pour montrer que le motif de la romance, qui aujourd'hui s'applique plutôt à la littérature, ou à une forme de littérature, se trouve aussi dans la bande dessinée historiquement depuis très longtemps, puisque le thème de l'amour traverse la bande dessinée depuis toujours. Est-ce que ça passe par cela? Est-ce que ça passe aussi par une éducation à l'image du point de vue de la scolarité chez les plus jeunes? L'éducation, tout cela est un problème très, très complexe. Oui, mais enfin, il y a aussi les propositions des auteurs et des autrices. Oui. Et dans l'enquête que vous évoquiez des États généraux de la bande dessinée 2025, moi, ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas la précarité des auteurs et des autrices, c'est que désormais, en dessous de 40 ans, il y a plus d'autrices que d'auteurs. C'est-à-dire que pendant des décennies, on se demandait pourquoi y a-t-il que des jeunes lecteurs? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a que des auteurs, garçons, hommes? Ou est-ce qu'il n'y a que des auteurs parce qu'il n'y avait eu que des lecteurs, voilà. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a eu un changement vraiment de paradigme. Désormais, en dessous de 40 ans, il y a plus d'autrices de bande dessinée qu'il y a d'auteurs de bande dessinée. La transition toute trouvée, puisque les femmes, dans Edgar Jacobs, il n'y en avait pas beaucoup, chère Florence Giron. On va parler de ses 80 ans avec ce MOOC que vous avez piloté, Olivier Delcroix, Black et Mortimer, qui redonne un peu d'espoir, parce que ça a repris en 1996, depuis il y a eu des dizaines d'albums, et ça marche. Ah bah ça marche du feu de Dieu, oui, le dernier s'est vendu à 200 000 exemplaires, je crois qu'il y a une trentaine maintenant d'albums dans la série. Pas beaucoup de femmes non plus dans les auteurs, peut-être une ou deux au passage. Oui, alors on attend, j'ai discuté un peu avec le directeur artistique de Blake et Mortimer chez Dargaud, Yves Schlierf, qui me disait effectivement, ce que j'aimerais c'est qu'un jour une autrice vienne me trouver pour finalement me dire: Blake et Mortimer, j'aimerais bien faire un album. Voilà, donc c'est un de ces... Ouais. Globalement, dans les reprises, il n'y a quasiment pas de femmes. Dans les reprises, non, il n'y a pas de femmes, et il y a vraiment peu de trentenaires. C'est des auteurs déjà plus âgés qui... Exactement, donc ça pose un problème quand même. Yves Schlierf en est conscient, c'est-à-dire que peut-être la série doit continuer, mais il faudrait que les auteurs tiennent le coup. Jean-Christophe, puisque vous avez la parole, 80 ans, Black et Mortimer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les conditions de la naissance de ces deux héros en 1946? Alors 1946, on est effectivement, je ne vous apprends rien, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Jacobs, qui était né en 1904, donc a 42 ans, c'est plus un jeune homme du tout, c'est un monsieur qui a été chanteur lyrique, c'était d'ailleurs son premier grand amour professionnel, c'était de faire de la scène. Et ce n'est pas pour rien que je dis ça, c'est parce que ce qu'il a fait dans bande dessinée, c'est ce qu'il a appelé ensuite, quand il a fait son autobiographie, un opéra de papier. Réellement, c'était avec un sens de la mise en scène extraordinaire. Deux héros adultes, ce qui, à l'époque, n'existait pas. Il n'y avait que des héros enfants dans ce journal Tintin. Tintin lui-même était... Il était tout jeune quand il a commencé, d'ailleurs. Quand Hergé a commencé Tintin, il avait 22 ans. Oui. La grande différence. Et on offrait au public, au jeune public, des jeunes héros. Là, deux héros adultes sont mis en scène dans ce qui est déjà une approche de la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on sort à peine d'une catastrophe absolue où tout le monde a cauchemardé. Notamment la bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki. Absolue. Et il remet ça en scène avec effectivement le secret de l'Espadon. Et ça marche. Les jeunes lecteurs du journal Tintin vont accrocher. En revanche, on ne peut pas dire que les albums se soient vendus pendant la vie de Jacobs de manière formidable. Ça n'a pas été un très grand vendeur. Je rebondis sur le fait que vous disiez 30 albums depuis qu'il y a une reprise en 1996, alors que rappelons que Jacobs est mort en 80. 7 avec des albums en 2 ou 3 parties. Et en l'occurrence, 10 ans après, voilà, on a Dargaud a repris. Et désormais, ça se vend beaucoup plus. C'est d'ailleurs très curieux pour des vieux héros qui finalement sont. En fait, il ne s'est jamais autant vendu d'albums de Blake et Mortimer d'Edgar Pierre Jacobs que depuis
que l'affaire Francis Blake est apparue sur le marché. 96. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau public, oui, pas que des c'est enfants. une résurrection qui a engendré une vente incroyable. C'est quand même incroyable de se dire que la marque jaune s'est plus vendue dans les années 90-2000 que du temps de la vie de Jacobs en 56 quand c'est paru, quoi. Vous avez une explication les uns les autres à ce succès posthume? Ça s'appelle le talent, ou le génie même parfois. Romain ? La marque jaune marche, c'est un grand récit. Ouais, je sais pas parce que je connais pas suffisamment Enfin, je connais bien le titre, bien sûr, mais de là à expliquer pourquoi ça s'est bien vendu. Bon, il y a eu déjà l'augmentation des tirages massifs par rapport à la période de Jacobs. Les tirages ont quand même augmenté de manière massive. Mais c'est vrai que en 96, Van Damme a été vraiment un précurseur. Avec Ted Benoît, ont été des précurseurs pour cette reprise. Et l'album a été très réussi, d'ailleurs. L'affaire Francis Blake. Je trouve que c'était Ils encore avaient mis la barre meilleurs, très haut. En fait, pour la reprise, c'était important. Le patron de Dargaud, Claude de Saint-Vincent, que c'est effectivement Dargaud traversait une période en tant qu'éditeur assez compliquée et Lucky Luke était parti ailleurs. Donc un énorme trou de pourcentage menaçait la société et il s'est dit il faut que je fasse quelque chose. Et comme il avait récupéré les droits de Blake et Mortimer, qui étaient séparés en plusieurs sociétés, il s'est dit bon voilà, c'est ça qu'on va faire. On va finalement utiliser la résurrection de Blake et Mortimer. On va fonder, et ça s'est passé à Angoulême en 95-96, un nouveau tandem, et c'était Ted Benoît et Jean Van Damme. Et puis ils sont repartis sur ces brisés en se disant peut-être que ça va réussir à sauver la boîte. Mais Jean-Christophe Augier, il n'y avait pas de consigne de Jacobs à sa mort sur sa succession Bien sûr que si. Vous évoquiez le fait que, avant de mourir, Jacobs a créé 3 structures. Une structure, la Fondation Jacobs. Fondation Jacobs qui est le garant moral de l'œuvre, qui est chargé de garder tout, parce qu'il gardait tout, le moindre calque. Aujourd'hui, avec Internet, on ne se rend pas compte, mais à l'époque, un auteur de bande dessinée, pour travailler, eh bien, il allait chercher dans la presse magazine, dans les revues spécialisées, les revues scientifiques, enfin, toutes les images possibles et tous les récits possibles. Lui gardait tout, des tonnes et des tonnes de documentation photo. De documentation photo. Il est allé sur place quand c'était en France, quand c'était à l'étranger, il y allait. Japon pour les enfants. Voilà. Non, il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé. Mais toujours est-il qu'il y avait donc la Fondation Jacobs. Il y a ensuite le Studio Jacobs, qui est un peu, c'est pour la Bible. C'est-à-dire que quand on va travailler autour de Jacobs, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On ne peut pas faire un espadon avec un petit nez ou je ne sais quoi. Donc il faut respecter tous les codes. Et puis le troisième, les éditions Blake et Mortimer, parce que lui, contrairement à Hergé, souhaitait que son œuvre, lui, survive. Il le souhaitait vraiment, il n'a pas juste rien dit. Alors, vraiment, il y a une toute petite controverse ici ou là, mais on a vraiment beaucoup de preuves qu'il souhaitait que ses héros lui survivent. D'où le fait que Dargaud ait pu racheter Blake et Mortimer et relancer la série en ayant les droits. Alors Florence Viron, parlez-nous un peu des femmes dans Blake et Mortimer. Vaste sujet. Quand Olivier me l'a proposé, quand il a lancé le MOOC, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Et puis je me suis dit, c'est un défi, donc allons-y. Et donc j'ai revisité tous les albums de Blake et Mortimer, que j'aime beaucoup. Et donc effectivement, dans les albums de Jacobs, il n'y a pas de femmes. Enfin, il y a ici ou là, une hôtesse de l'air, une secrétaire, qui de temps en temps peut-être va avoir une petite bulle, mais vraiment rien. Il y a Mrs. Benson, la logeuse, qui commence à être présente, mais on sait rien d'elle. Donc c'est vraiment avec la reprise, à partir de 96, que les femmes commencent à apparaître, et surtout avec des vrais rôles. Le premier qui va introduire une femme, c'est Van Damme. La première couverture sur laquelle... Ça nous étonne pas. La première couverture sur laquelle on va voir des femmes, c'est tout relatif, mais c'est en 2 temps aussi. C'est donc la machination Voronov, où il y a en bas de la couverture, il y a des matrioshkas, ce qui, est quand même... mais il y a eu une autre couverture après de la machination Voronov avec une femme. Ensuite, on a le sanctuaire du Gondwana, là aussi, où il y a une femme. Et donc, on voit, il y a par exemple Nastasia Vardinska,
dans La machination Voronov, qui est un vrai personnage, qui est une scientifique, qui a une vraie colonne vertébrale et qui joue un vrai rôle, qui est d'ailleurs agent pour le MI6. Donc voilà, et puis on va en voir apparaître d'autres. Les scénaristes vont laisser entendre que Mortimer, par exemple, a eu une histoire d'amour avec Sarah Summerton, et peut-être aurait eu une fille qui serait Elizabeth Mackenzie, mais c'est pas complètement dit. Ce que m'a expliqué Yves Sante, j'ai interviewé pour ce papier, c'est qu'en fait, scénariste, pardon, ouais. C'est qu'en fait, il voulait laisser le flou aussi, et puis que dans leur esprit, Mortimer ne pouvait pas être papa, parce que s'il était papa, il ne pouvait pas continuer à courir le monde et avoir des grandes aventures. Donc voilà, de la même manière, on suppose que Nastasia Wardinska a une liaison avec Francis Blake, mais là aussi, c'est tout juste suggéré. Et là, Yves Sante m'a expliqué qu'en fait, c'était un fil narratif qu'il voulait développer, mais il voulait le faire avec Julliard, qui malheureusement est décédé, mais c'est quand même une idée qu'il a derrière la tête. Et puis voilà, et je pense que l'intelligence en fait des scénaristes qui ont repris la série, c'est de coller aussi avec l'époque. Ce sont les années 50. Ce sont les années 50, même pendant la guerre finalement. Enfin, je veux dire, on sait que les femmes ont eu quand même des rôles dans la résistance très très importants. Donc voilà, ce que tous disent, c'est que ça serait impensable aujourd'hui de faire des albums de Blake et Mortimer sans des personnages féminins. Mais ça reste, malgré tout, il ne faut pas casser les codes non plus. Donc ce sont deux héros masculins. Donc voilà, donc il faut quand même respecter. Au Centaur Club. Voilà. Et donc il faut quand même maintenir. Faut respecter ça parce que sinon c'est vrai que le lecteur s'y retrouverait pas. Et il y a une chose qui m'a interpellée, c'est Yves Sante justement qui me disait que quand il était en signature, il voyait assez peu de femmes arriver avec une demande de dédicace et qu'il y en avait 1 sur 10 à peu près qui venait et qui disait c'est pour mon papa ou c'est pour mon tonton. Et donc ce qu'il aimerait lui, c'est qu'il y ait des femmes qui se présentent devant lui pour faire signer les albums, mais en disant c'est pour moi parce que vraiment j'aime Blake et Mortimer. Où sont les femmes? Votre enquête dans le MOOC du Figaro BD, un dernier mot sur ce MOOC, Olivier? Écoutez, ce que je pourrais signaler aussi, c'est quand même que on nous a fait l'insigne honneur de nous confier des esquisses du prochain Blake et Mortimer à paraître en novembre prochain, qui va fêter donc les 80 ans. Et c'est en fait une œuvre commune. C'est 10 auteurs et autant de scénaristes qui ont travaillé sur 10 histoires de 6 pages. Et en fait, en exclusivité, un petit peu de manière inédite, dans ce MOOC spécial Blake et Mortimer, nous avons des esquisses, des planches, des dessins inédits, des planches même quasiment finies, ancrées, qui montrent l'avancement de cet album à paraître. Blake et Mortimer by Jove, 80 ans, Figaro BD en librairie dans quelques jours. Et juste pour terminer avec Blake et Mortimer, votre album préféré de Jacobs et votre album préféré après Jacobs, Romain Brett? SOS Météore pour Jacobs qui se passe à Paris. Voilà, que je trouve absolument admirable. Et l'autre, c'était, pardon. Et après Jacobs, c'est l'affaire Francis Blake. Ça reste quand même pour moi le meilleur d'assez loin. Le maître Jean-Christophe Augier. Maître. La Fondation Blake, on en a parlé. En l'occurrence, oui, l'affaire Francis Blake pour les suivants et La Marque Jaune, parce que c'est quand même le plus iconique du corpus. Et celui où il avait. Parce qu'un mot, on n'a pas dit ça, il a souffert, Jacobs. Il a souffert notamment au moment du piège diabolique. Voilà. Ça serait le piège diabolique. Qui est un album de 62, sorti en 62, et dont la commission de censure française a interdit la mise en vente, la publication en France, parce que c'était trop violent et
le mot est utilisé, j'adore. quelle hideur des dessins. La hideur des dessins. La hideur, hideur oui. des dessins. C'est un Le jeu- mot qu'on c'est un n'utilise mot un pas peu souvent, désuet, mais- hideur, mais comment C'est un mot désuet, mais c'est joli, Désuet. la hideur. Et donc il s'est retrouvé tout d'un coup, ça lui Et a ça l'a- fallu ouais. à couper les bras, il a fallu attendre vraiment pour la suite, ce qui fait que quand il est arrivé avec le dernier album, Les Trois Formules du professeur Sato, qui est sorti en prépublication en 70-72, mais qui est sorti en librairie en 77, il paraissait ringard. Ouais. Voilà, c'était trop loin, trop vieux, trop... Florence, La Machination Voronov. Voilà, bravo. Que le Figaro Quel magazine devin, a ouais. publié. En 99, je crois, avait Exactement. prépublié. Ouais, Exactement. La machination Voronov et La Marque Jaune. Et La Marque Jaune également. aussi. Ouais. Et donc, Le Piège diabolique, moi, qui est un album qui me touche beaucoup, ne serait-ce que parce que vous avez organisé une très très belle exposition au Bois des Pauvres. Non, c'était pas au Bois des Pauvres, c'était À la Roche-Guyon, à la au château Roche-Guyon, de la voilà. Roche-Guyon, Voilà. dans les boucles de la Seine, Remarquable. non loin de Cheverny, où se situe toute l'intrigue de l'histoire. Où là, Jacobs était venu prendre des photos et tout est mis en J'ai scène. trouvé que c'était Et une très cette belle exposition expo. était très très belle. Très, très chouette. On la Et doit puis c'est un album à qui Éric me- Dubois et Voilà. Et Thierry Thierry Belfroy, deux camarades de la Fondation Jacobs, qui sont vraiment et pour eux changer- les spécialistes ouais, ouais. absolus. Pour changer par rapport à Romain, je dirais pas l'affaire Francis Blake, même si je trouve que c'est un album majeur. Je parlerais plutôt de 8 heures à Berlin, moi. Ah, le Qui m'a- instrumental Bokeh. Ouais, qui m'a beaucoup plu, que je Sur trouve la très venue à puissant. Kennedy de Berlin, Voilà, 62, avec je crois. Kennedy. Ouais. Bon, alors on n'est plus trop dans les années 50, 62, mais on est en 62, 63. 62. Si les expos vous intéressent, allez à Nice à partir du mois j'allais vous- d'août, allez, parce qu'il y a une très belle exposition au Musée des Arts Asiatiques à Nice, qui sera sur Mortimer et le Japon de papier, sur les trois formules du professeur Sato, avec une mise en parallèle Nous du en travail parlons de Jacobs dans le MOOC également. et des travaux du musée. Bravo, bravo. Allez, on passe au coup de cœur. On a une bonne vingtaine de minutes. On va pouvoir faire un tour assez complet. On commence avec vous, Romain Brett, un ou deux coups de cœur pour commencer. Des BD qui viennent de sortir ou qui sont sortis depuis plus longtemps d'ailleurs. Il y en a. Avec des alors, auteurs qui, je crois, ouais, seront au Il y festival. en a, ils seront tous au festival. J'avais pensé à J'ai toujours rêvé d'être fermier de Jean Rambat, Très qui vient bien. de sortir chez Dargaud. Voilà, qui est un auteur que je suis depuis longtemps, qui avait fait un album sur l'Odyssée il y a quelques années, sur l'image de l'Odyssée et d'Ulysse aujourd'hui, Qui avait eu le prix du point. qui avait le prix du point, tout à fait, à Jean-Christophe. Et là, il vient de sortir un album parce qu'en fait, il vit depuis des années dans les Landes. Il a fait un album sur ce retour en fait à la terre. Il était lui-même fils d'agriculteur. Et il a une phrase qui est une phrase de sa mère d'ailleurs, qui dit les agriculteurs sont les derniers aventuriers. Oui. Et donc, il explique ce retour à la terre, le rapport à la nature. Et son écriture est absolument admirable. Son dessin est assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui a un parcours tout à fait étonnant. Voilà, donc ça, c'était mon premier coup de cœur. Et en deuxième coup de cœur, je dirais Salomé Lahoche en colis. Qui est une bande dessinée qui est un peu plus ancienne, mais Salomé Lahoche sera là également. Et c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'une sorcière. Mais une sorcière, je dirais, dans une époque un peu contemporaine, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a une vie très libre et assez délurée, qui s'inspire beaucoup d'une autre bande dessinée, enfin qui s'inspire beaucoup, qui est très proche d'une autre bande dessinée que moi j'aime beaucoup, de Simon Anselman, qui est un auteur australien, qui fait des bandes dessinées avec des personnages justement tirés de l'heroic fantasy, un peu des sorcières, etc., des loups-garous. Et c'est assez trash, il faut le dire, c'est assez cru. Et ça fait partie de cette nouvelle génération d'autrices qu'évoquait Jean-Christophe, qui sont... voilà, je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Aujourd'hui, il y a une créativité comme il n'y en a peut-être jamais eu en bande dessinée. Je ne pense pas que ce soit un problème d'offre, parce qu'il y a aujourd'hui un accès à une offre telle qu'on n'en a peut-être jamais connue. Et je trouve que Salomé Lahoche est vraiment représentative de ces Dans la bande dessinée, c'est une fontaine jaillissante. Et c'est vrai qu'en plus, elle se... Quel poète, ce Delcroix. N'est-ce pas? Mais voilà, elle est aussi féminine que masculine. Et c'est chez Glénat. C'est chez Glénat, oui. Et donc Jean Rambat, c'est chez Dargaud. Non.
Voilà. Jean-Christophe, un ou deux coups de cœur pour commencer. Vous n'aviez choisi que 2 albums. Mais non, on va continuer, mais c'est pas moi qui monopolise la parole. Moi, j'en avais amené quelques-uns. Non, mais commencez par une ou deux, puis on va faire plusieurs tours. C'est comme les manèges ici. Quand je parle de livres, j'aime bien les avoir en main, alors je me suis permis de les apporter. J'ai apporté Naufrage en Patagonie de Christian Périssin et Mathieu Blanchin chez Futuropolis. Je ne vous ai pas surpris, vous connaissiez déjà cette histoire, Jean-Christophe. Naufrage du Voyager. D'après les souvenirs de John Byron, c'est une expédition qui a lieu au XVIIIe siècle. On envoie des navires qui vont passer le Cap Horn, qui vont essayer de partir à l'aventure, faire le tour du monde. Et puis de couper la route aux Espagnols aussi. Absolument. Au passage, oui. Et l'armada en question va parvenir à faire à peu près le tour du monde. Et effectivement, ces auteurs-là ont déjà fait une première bande dessinée qui s'appelle Le Voyage du Commodore Hanson, qui raconte cette aventure-là. Mais dans cette aventure-là, un navire va se retrouver perdu et va échouer, mais vraiment s'échouer. Vers le Cap Horn, hein, c'est ça? Juste après, en Patagonie, en remontant légèrement la côte pacifique. Et en l'occurrence, ils vont réussir à s'installer dans des vallées perdues, à survivre, et quelques-uns, mais juste quelques-uns d'entre eux, arriveront à revenir en Angleterre. Et ce récit-là a donc donné cette bande dessinée, Naufrage en Patagonie, que je trouve très réussie, parce que le dessin, j'allais dire, est un peu flou. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas trop aux personnages eux-mêmes, qu'à la tragédie elle-même, qu'au naufrage, et ensuite ce qui se passe. C'est l'aventure qui compte avant tout, et moins les hommes. Voilà pour cette. Et il y avait un roman de David Grann qui reprenait effectivement cette histoire aussi, paru il y a 2 ou 3 ans, qui était extraordinaire aussi, mais c'est une histoire folle. Autre chose, cher Jean-Christophe. Alors, quel beau prénom. Et toi, comment ça va? Charles Berberian et Michel Stanjowski qui dialoguent. Charles Berberian le connaît en France, si on lit les bandes dessinées depuis les années 80, c'était la moitié du binôme Dupuis Berberian. Depuis, il travaille seul depuis longtemps, et à la fois sur des thématiques très modernes, mais aussi s'intéressant à ce qui se passe. C'est un enfant de la Méditerranée, Berberian. Hein. Il est né à Bagdad, d'un père arménien, d'une mère grecque, et il a toujours regardé en direction de Beyrouth, où il a grandi. Sa grand-mère était là-bas, et sa prime enfance, il l'a passée à Beyrouth. Et Michel Stanjowski est une autrice qui dirige, je crois, le département des arts graphiques à Beyrouth, à l'université de Beyrouth, et aux Beaux-Arts de Beyrouth. Et en l'occurrence, là, il dialogue autour de ce qui se passe, de ce qui se passait au moment où ils le font, mais ce qui se passe toujours au Liban aujourd'hui. C'est en 2024, hein, je crois qu'ils ont commencé leur dialogue. Et en l'occurrence, j'ai du mal à le dire, mais quelle beauté ce livre pour nous parler de choses aussi horribles. Et on aurait tort de se dire, cette guerre, il ne faut pas aller la voir en images, en bande dessinée, parce que finalement on va la mettre à distance. Il y a là un discours profondément intelligent, profondément personnel autour de la situation libanaise, et je conseille donc très fortement cet album aux éditions Casterman. Et qui est assez visionnaire, parce que c'est avant ce qui se passe en ce moment avec les bombardements d'Israël au sud Liban, enfin partout au Liban. Et c'est incroyable de voir l'actualité, et à Beyrouth, bien sûr, toujours à Beyrouth. Sud de Beyrouth. Et ce titre, et toi, comment ça va? C'est une question qu'au Liban, on n'ose plus se poser. Voilà. Et c'est chez Casterman. Florence, alors c'est pas une nouveauté, je crois, dont vous voulez parler, mais c'est une œuvre assez Non, c'est pas. extraordinaire. Moi, effectivement, j'ai tablé pas sur des nouveautés, mais sur des choses plus anciennes. Donc, je suis désolée, mais il y a La Machination Voronov. Je suis là, qui est mon petit maire. Ça lui reprend. C'est vraiment, oui, ça me reprend. C'est vraiment un album que je trouve formidable. On est sur fond de guerre spatiale entre les États-Unis et l'URSS. Et puis, il va y avoir un savant fou qui a des projets qui ne collent pas, d'ailleurs, tout à fait avec les dirigeants de l'époque. Et en fait, peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je suis très attachée à cet album, c'est qu'en fait, pendant l'épidémie de Covid, vraiment, j'ai eu comme une lumière, et donc je suis allée chercher cet album, parce que dans cet album, il y a ce savant fou, Voronov, qui a créé une bactérie Z, et son objectif, c'est de tuer le plus de monde possible.
Et cette bactérie, si on l'inocule à des enfants, en fait, les enfants ne tombent pas malades, il ne se passe rien. Sauf qu'il suffit d'un peu de salive, donc il suffit qu'un enfant embrasse un adulte pour que l'adulte, en 24 heures, en fait, meure d'ailleurs dans d'affreuses souffrances. Et donc, ça m'a vraiment, pendant l'épidémie de Covid, voilà, j'y repensais parce qu'on était exactement dans ça. Il y a d'ailleurs, à un moment, là aussi, quelque chose qui... on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il y a une fillette qui vise la reine d'Angleterre, rien de moins que ça. Et puis, la reine d'Angleterre, en fait, survit, donc on ne comprend pas. Et donc, voilà, tout ça était très lié. Donc, voilà, c'est un album que vraiment j'aime beaucoup. Et puis parce que voilà, il y a aussi Nastasia Wardinska, donc enfin une femme qui a un vrai rôle. Hein. Il y a ça, et puis il y a une série alors qui a été publiée il y a longtemps maintenant, parce que c'était entre 2001 et 2003, qui est le Décalogue, qui est sur un scénario de Franck Giroux. Regretté Franck Giroux. Oui, qui est une histoire vraiment que je trouve assez formidable. Enfin, quand on en prend un album, il y en a 10, on les lâche plus. Donc tout part d'un livre qui s'appelle Le Naïc, et donc qui passe de main en main et de siècle en siècle. On commence au jour d'aujourd'hui à Glasgow, et puis en fait on va remonter le temps jusqu'en 650. Et donc dans ce Naïc, il y aurait 10 commandements écrits par Mahomet avant sa mort, et qui ne collent pas tout à fait avec ce que dit le Coran. Donc en fait, chaque fois que ce naïk va tomber entre les mains de certaines personnes, il va être transmis, mais il y a beaucoup de gens qui meurent en ayant ce naïk dans les mains, parce qu'il ne faut pas qu'il soit divulgué, il ne faut pas qu'il soit publié. On voyage un peu partout, on prend l'Orient Express, on va en Bosnie, on est à Glasgow, on est à Paris, en Grèce, voilà. Et c'est une histoire que vraiment, que je relis régulièrement, qui tient en haleine et que je trouve assez formidable. Et là aussi, qui résonne beaucoup avec l'actualité aussi, voilà. Et qui est publié chez Glénat. Chez Glénat, tout Franck à fait. Giroux, qui était un de ces agrégés d'histoire, qui était devenu scénariste de bande dessinée. Oui. Et alors, ce qui est amusant, c'est de s'apercevoir que c'est à peu près la même trame que celle d'Umberto Eco dans Le Nom de la Rose, puisqu'effectivement, dès qu'au XIVe siècle, dans cette abbaye italienne, les moines se mettent à lire, le fameux tome 2 de la Comédie d'Aristote, il meurt de manière... La poétique d'Aristote, sur la comédie. Sur la comédie, c'est ça. Ils disparaissent dans notre souffrance avec une tache noire sur le doigt et la langue noire. On l'a tous lu, Olivier. Oui. Donc, c'est en bande dessinée maintenant, pour ceux qui ne veulent même pas lire. Voilà. Carmelo Manara, c'est sorti en janvier. Voilà, puisque vous avez la parole. Alors, moi j'ai eu un coup de cœur pour David Sala et le Frankenstein, qui est d'après Mary Shelley, c'est magnifique. Mais David Sala est un artiste qu'on suit depuis quelques années. Chaque album est empreint d'une beauté à chaque fois à ravir. Il réinterprète le mythe avec des couleurs incroyables, avec des visages sidérants. Enfin, chaque case est un tableau. Un tableau de Klimt, c'est ça. Oui, souvent, Egon Schiele, Klimt, bien sûr. Tout à fait. Il est très Egon Schiele, très Klimt. Mais la narration est là aussi. Il utilise... C'est un maître de la couleur quand même, ça. Vraiment. Et là, cet album-là est... Et c'est très émouvant en plus. Vraiment. Et justement, il a repris... Il a repris l'histoire et il l'a tiré vers pour en donner une vraie lecture émouvante et revisiter. Et voilà, donc j'ai vraiment... Revisité, mais en étant assez fidèle. Oui, mais voilà, le dessin est si impressionnant. Parce que là aussi, on l'a lu. Oui. On n'était pas nés quand il est sorti, mais on l'a quand même Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça là, et son Frankenstein, c'est magnifique. Et puis tant qu'à faire, La Longue Marche de Lucky Luke, lui aussi, on le connaît, il tire plus que son ombre, on le sait. Mais c'est Mathieu Bonhomme qui se charge de revisiter le mythe de Lucky Luke. Il l'a fait à plusieurs reprises. Là, La Longue Marche de Lucky Luke nous emmène dans une espèce de western sous la neige. Donc on pense évidemment au Grand Silence de Corbucci. On pense à un certain nombre de westerns sous la neige, avec un Lucky Luke plus réaliste,
même si le trait est toujours assez virtuose chez Mathieu Bonhomme, il est quand même plus réaliste, plus léché, moins comics, moins cartoon, mais en même temps, l'histoire va faire intervenir les Dalton. On va avoir un petit gamin qui est issu d'un comment dirais-je, grande famille blanche, mais qui a été élevé par des Indiens, et c'est tout ce cheminement. Nuage rouge, voilà. Bonhomme est un maître de la mise en scène. On va exposer des planches originales. Donc, dans le cadre de l'exposition sur le voyage au Festival du Livre de Paris, on exposera des planches originales de Mathieu Bonhomme qui sont parce que là aussi, il y a un discours un peu sur la nature. Oui, bien sûr. Au-delà de Lucky Luke et des codes Lucky Lukiens, même un discours presque politique aussi. Oui. Il y a un personnage qui s'appelle Jeremy Johnson. Pour ceux qui auraient quelques réflexes cinématographiques. De post-western. Voilà, Redford est passé par là, et effectivement, là aussi, ça se passait sous la neige. Mais c'est un magnifique album dont je ne me lasse pas. Je l'ai encore relu, là, je me dis, waouh. Bon, alors, mon seul regret, c'est que Jolly Jumper ne parle pas. C'est chez Dargo, et c'est le début, une partie des festivités pour les 80 ans de Lucky Luke. Exactement. Sur lesquelles on reviendra. On reviendra, oui, parce que on va d'autres chances, il y aura un MOOC du Figaro sur Lucky Luke, on ne sait jamais. Allez, deuxième tour. Alors, il y a un album pour le coup qui est très récent et qui, moi, m'a beaucoup frappé. C'est Je reviens dans 6 mois de Lucas Landé, qui est sorti chez Albin Michel Bande Dessinée. Alors, Lucas Landé, qui est un tout jeune auteur, et ça a été un véritable choc, cette découverte, parce qu'il raconte en plus l'histoire de Raymond Mauffret, dont on a parlé très récemment, puisqu'il vient d'être déclaré mort officiellement, je crois que c'était il y a quelques semaines. La famille réclamait depuis longtemps que l'État reconnaisse la mort officielle. C'est un aventurier, Raymond Mauffret. Après avoir refusé de reconnaître qu'il était mort. Et Raymond Mauffret, donc, c'est un aventurier qui a réellement existé, qui est parti après la Seconde Guerre mondiale. Il avait connu la résistance, il avait été dans la résistance avec son père. Très jeune d'ailleurs. Très jeune, traumatisé par ce qu'il avait vécu, et il décide de rejoindre le Brésil, la Guyane par le Brésil, de traverser, je crois, par des monts. C'est une espèce d'expédition que personne n'a accomplie avant lui. Oui, il pense qu'il y a des tribus au sud de la Guyane brésilienne. Oui, c'est ça. Alors, il y a un côté très Lost City of Z pour ceux qui ont lu, ceux qui ont vu le James Gray. Et il va suivre cela. Et graphiquement, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il transcrit vraiment l'intériorité de ce personnage qui a des hallucinations. Et c'est absolument, moi, ça a été un vrai choc graphique comme j'en avais pas eu depuis longtemps. Et voilà, donc on exposera aussi ces planches originales dans le cadre du voyage aussi au Festival du Livre de Paris. Et ces originaux sont aussi absolument et qui est réaliste, parce que c'est une histoire vraie qu'il a laissée dans une hutte avant de partir sur une rivière, disparaître sans qu'on sache s'il était vivant ou mort. Il avait laissé des carnets, effectivement. Et voilà, il y a un membre d'une tribu, je crois, qui avait récupéré ce carnet qu'il a montré et qui raconte tout ce qui lui est arrivé. Et moi, ça a été un vrai choc, véritablement. Et puis, il y a aussi donc, une autrice que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Nine Antico, qui a fait Une obsession, qui est une autrice donc, qui maintenant publie depuis quelques années, qui est réalisatrice aussi. Elle avait fait un film sur le milieu de la bande dessinée, c'est pas si fréquent. Et elle a fait Une obsession. Une obsession, c'est son histoire en fait, c'est son rapport notamment à la sexualité. Donc c'est assez réaliste, c'est dans un noir et blanc à l'encre de Chine absolument magnifique. Et en fait, elle raconte justement son rapport complexe, problématique au désir et à la sexualité. En fait, il s'avère qu'il y a un traumatisme enfoui derrière cela, qu'elle va faire revivre avec une écriture très symbolique, dont le fil conducteur est un voyage à Venise, un voyage imaginaire à Venise. Et donc cela donc en noir et blanc, en encre de Chine, absolument superbe, avec un art du symbolisme, je trouve, tout à fait remarquable de la part de cette jeune autrice, jeune autrice quand même. Et c'est chez Dargo, et je crois qu'elle avait eu le prix Wolinski, le point. Elle a eu le prix Wolinski. Je n'osais pas continuer. J'attendais Jean-Christophe. Jean-Christophe connaît tous les prix de la Terre. Alors, Jean-Christophe, deuxième tour. C'est quand même une sélection très Figaro. Pas du tout, des féministes. Non, moi que je vous propose. Mais c'est pour compenser Romain Brett. Non, Diplomatie clandestine d'Hubert Maury. Je ne sais pas si vous l'avez lu chez Glénat. Hubert Maury était officier.
il a fait Saint-Cyr. C'est pas tous les jours qu'un officier qui a fait Saint-Cyr devient auteur de bande dessinée. Comme les agrégés d'histoire, c'est rare. C'est comme les agrégés d'histoire, il y en a. Et en l'occurrence, il a été en poste dans de nombreuses ambassades. Lui, il a été au Pakistan, par exemple. Et il raconte là, on sent qu'il y a du vécu derrière, il raconte là, en Afghanistan, les relations entre un diplomate de cette diplomatie clandestine qui est pas celle qu'on voit sur les plateaux de télé, mais celle qui va chercher de l'information ici ou là. Sa source, l'officier traitant, donc sa source, un personnage afghan sur place, et la personne autour de laquelle ils essayent de travailler, de comprendre ce qui se passe. C'est un vrai page-turner, comme on dit en français. Vraiment, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et je trouve qu'Hubert Maury, qui avait déjà fait un premier album précédemment et qui était bien, mais encore un peu maladroit au niveau du dessin, je trouve qu'il a fait des progrès formidables. Et je conseille donc très fortement Diplomatie clandestine chez Glénat d'Hubert Maury. Encore un fantaisie lyrique de Dorothée de Montfred. Dorothée de Montfred aime autant la musique que le dessin, depuis toujours. Elle est dessinatrice professionnelle, elle est musicienne amateur, et là, elle s'est souvenue d'un souvenir d'enfance. Elle adorait monter sur les genoux de sa maman pour écouter L'Enfant et les sortilèges de Ravel, livret de Colette. Et ce qu'elle raconte ici, c'est à la fois la création de cette fantaisie lyrique, qui a mis 10 ans à voir le jour entre le moment où Colette se dit « Allez, j'ai envie d'écrire quelque chose », on est en 1913, 1915, et la première fois où ce sera monté à l'Opéra de Monte-Carlo en 1925, donc il y a 10 ans. Il faut savoir, même quand on est des grands auteurs ou des grands musiciens, il faut être persévérant. Et en parallèle, elle raconte et elle fait ce qu'elle sait faire maintenant en bande dessinée, c'est-à-dire de la bande dessinée reportage, quand on monte L'Enfant et les sortilèges à l'Opéra de Paris pour une première en 2025, voilà, 100 ans après. Pour les 100 ans. Et elle passe de l'un à l'autre avec une habileté que je trouve remarquable. C'est très élégant, c'est très doux en même temps, c'est délicieux. Fantaisie lyrique, Dorothée de Montfred, Charivari, Dargaud. Charivari. Olivier, encore alors moi non, mais j'aimerais bien, avec grand plaisir, parler de Tourner la page, qui est le nouveau ZEP. Alors évidemment, ZEP, il sort pas tout de suite, mais qui sera au Festival du Livre de Paris. Au Festival du Livre de Paris. Formidable. Avec des originaux présentés dans le cadre de l'exposition. Puisqu'il n'est pas encore sorti. Il n'est pas sorti, mais il est magnifique, et c'est vrai que c'est surtout un ZEP inattendu, parce qu'évidemment tout le monde connaît Titeuf, mais le côté un peu adulte de l'œuvre de ZEP est moins connu. Et là, en fait, il raconte l'histoire d'un auteur qui s'appelle Lambert Derville, auteur quadragénaire qui n'a plus autant de succès que quand il était jeune, et qui va finir par disparaître sur une île en Grèce, et on va le croire mort. Et puis, finalement, à travers Internet, il va suivre sa disparition officielle, son enterrement. Il va être assez épaté de voir que finalement le dernier livre qu'il a livré à sa directrice artistique, qu'elle trouvait assez ringard, évidemment est absolument triomphal, etc. Et puis en fait il s'aperçoit progressivement que un des jeunes disciples avec lesquels il travaillait revendique son travail. Donc là, on est dans quelque chose qui bascule du côté d'Émile Ajar et de Paul Pawlowski, et je trouve que ZEP s'amuse avec tout le décorum du monde littéraire, du milieu littéraire, de la médiatisation de ce que c'est qu'un éditeur, ce que c'est qu'un auteur, de la façon dont on vend le livre. Et ça, c'est tourner la page. C'est rue de Sèvres, c'est ça. C'est rue de Sèvres, et c'est il travaille pour la première fois en couleur directe, en aquarelle. Donc c'est en couleur directe, c'est la première fois qu'il travaille comme ça. On sent qu'il y a
du travail, de la virtuosité et un certain défi. Donc voilà. Et puis celui aussi que j'aimerais beaucoup vous montrer, parce qu'il a été pour moi un vrai choc, c'est le Karl de Cyril Bonin, auteur strasbourgeois, dont j'ignorais... d'origine lyonnaise, pardon, mais... Oui, enfin, il travaille à Strasbourg. Ouais, il est quand même... Et en fait, oui, alors l'histoire de Karl est magnifique, le dessin aussi. Et c'est au départ dans une espèce de futur intemporel, un robot qui est finalement qui cause la mort de son maître. Un robot de compagnie. Un robot de compagnie, voilà, qui cause la mort de son maître parce qu'en fait, il a voulu sauver dans sa voiture une biche qui a surgi sur la route. Et on se demande pourquoi. Donc il y a évidemment un procès. Le personnage du robot, l'humanoïde, va essayer de se défendre et en même temps il ne va pas se défendre. Et puis il y a une histoire d'amour étonnante qui va se lier à ce procès parce que la fille de ce monsieur va le récupérer, et voilà, progressivement se mitridatiser à la compagnie de ce personnage. Et j'ai trouvé que c'était assez remarquable. C'est chez Sarbacane. Et je trouve que là, Cyril Bonin a fait un vrai bel album. Merci Olivier, merci à tous les quatre. Romain, je rappelle que les auteurs dont vous avez parlé, Jean Aramba, Lucas Landais, Salomé Laoche, Zep et Nine Antico sont tous présents au Festival du Livre de Paris samedi. Le Figaro est également présent avec des débats à quoi sert un atelier d'écriture avec Mohamed Azaoui qui interrogera Pierre Assouline, Ultramoderne solitude à l'heure du numérique avec Delphine de Vigan, l'écriture une force vitale avec Amélie Nothomb et Laura Vasquez animée par Alice Develay. Le MOOC Black et Mortimer sera aussi disponible au Festival du Livre de Paris. Merci beaucoup Olivier Delcroix, Florence Viron, Jean-Christophe Augier et Romain Brett. Je vous retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour un club consacré aux expos, avec notamment les expos Matisse, Renoir et Calder. À très bientôt, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.